Quelque part au nord de Kyoto, en bordure de mer, le village d'Ine semble flotter sur l'eau. Porté par la mer, ancré dans la montagne, guidé par les étoiles. Ici, les humains et leurs maisons ne luttent pas contre les éléments, ils vivent ensemble. Ine, une inspiration pour habiter le monde. Bienvenue dans Kodama, Écho du vivant, un podcast irrégulier aux formes variées dans lequel je partage des expériences, des rencontres et des moments de mon quotidien au Japon. Une contemplation de la beauté qui m'entoure, une exploration des liens qui nous relient au vivant, une quête de reconnexion aux éléments, au monde sensible, parfois invisible. Des inspirations vers un autre art de vivre, de percevoir et d'habiter le monde. Merci d'être ici, bonne écoute. J'arrive ici pour 2 jours, invité par des amis de la région, dans l'une de ces maisons de pêcheurs posées sur l'eau. Les funaya, littéralement maison bateau, l'habitat traditionnel des pêcheurs. Des maisons de bois construites sur la baie qui s'ouvrent directement sur la mer. Au rez-de-chaussée, les bateaux reposent dans l'ombre, hissés par une petite rampe jusque sous le palier de la maison. Au-dessus, c'est le lieu de vie de la famille, rythmé par les pêches, les saisons, les vents, les courants. Ici, je ne vois plus la mer comme un paysage. Elle devient une présence. Elle s'invite partout, dans le quotidien, dans les gestes, dans le temps. Je passe là une nuit, bercé par son murmure. Je ressens l'immersion dans l'élément eau, tellement vivant. Le petit matin est magique. Mes sens se réveillent d'abord avec le son discret des clapotis, le cri lointain des oiseaux, le frottement d'une corde tendue, un filet qui sèche et claque au vent, et puis le soleil qui se lève sur la baie. Des reflets d'eau qui scintillent sur les façades en bois. Elles sont grisées par le temps et en parfaite harmonie avec l'eau d'un vert limpide. Pour une fois, ce qui est devenu rare, je ne vois aucun plastique, aucun déchet qui flotte à la surface et viendrait troubler cette pureté. La baie, dit-on, est protégée par des courants et par les îlots qui resserrent l'entrée de l'estuaire, la préservant ainsi des typhons et des colères de l'océan. De plus en plus, les touristes affluent et les funaya se transforment progressivement en maisons d'hôtes. Mais des pêcheurs sont encore actifs. Je peux distinguer leurs bateaux au pied des maisons. Leur silhouette, si particulière, diffère de celle que je connais de la Bretagne ou de la Méditerranée. Des embarcations fines, effilées, presque tranchantes, comme des sabres pour fendre les vagues. Derrière la douceur de la baie, on sent que les éléments sont parfois violents. Le dessin des côtes et des récifs ciselés, l'exigence d'adaptation ont façonné la forme des embarcations pour être agiles à la manœuvre. On me dit que la pêche se fait encore à la ligne et à l'aide de filets, mais des filets fixes, placés avec précision selon les courants. Une économie mesurée, où le prélèvement suit le rythme des saisons et des migrations, celle des poissons qui passent ici chaque année. À Ine, les frontières s'effacent, entre habiter et naviguer, entre vivre et travailler, entre l'humain et les éléments. Tout semble se relier, tout semble coexister. Une coexistence avec les éléments et avec les forces invisibles aussi. Souvent, quand j'explore un nouveau lieu au Japon,
Je me tourne d'abord vers la montagne environnante et sa forêt, là où se trouvent les divinités locales, pour demander bon accueil. Même dans un sanctuaire perdu et silencieux, il y a souvent une histoire, un récit, une tradition, qui retrace les liens anciens qui unissaient l'humain et la nature. J'y puise toujours beaucoup d'inspiration. Mes amis m'emmènent à l'écart de la baie, au sanctuaire d'Urashima, un lieu discret mais puissant, fondé il y a un millénaire. Depuis les montagnes, il est tourné vers l'étoile polaire, le guide des marins. Il est associé au personnage d'une des légendes les plus anciennes du Japon, celle d'Urashima Taro. C'est l'histoire d'un jeune pêcheur qui sauve une tortue. Pour le remercier, elle l'emmène au fond de la mer, dans le palais du dieu dragon, un royaume sous-marin, où tout est beauté, lumière, harmonie. Là, il est accueilli par la princesse Otohime et vit dans un monde en dehors du temps. Mais pris de nostalgie, il demande à rentrer chez lui. Avant son départ, la princesse lui confie une boîte mystérieuse et lui interdit de l'ouvrir. Lorsqu'il revient sur Terre, il découvre que des siècles ont passé. Perdu et désespéré, il ouvre la boîte. Le temps humain le rattrape aussitôt et il vieillit instantanément. Au seuil de ce sanctuaire, à la jonction des éléments, entre visible, invisible, entre histoire et légende, la mer nous dévoile un peu de ses sagesses. Et notre petit groupe s'interroge sur notre rapport au temps, notre temps humain, qui s'accélère sans cesse, obsède nos sociétés modernes, et celui que nous oublions, plus vaste et infiniment plus long, et qui pourtant fait battre le pouls du monde, le rythme de la nature et du vivant. Avec cette conscience du temps, nous reprenons le chemin. Un peu plus loin, une phrase inscrite sur une stèle face à l'entrée du sanctuaire attire mon attention. Elle évoque une présence particulière qui résiderait ici, l'astre polaire. L'étoile polaire est vénérée en ce lieu comme une divinité. Dans la pensée japonaise, elle représente le centre du ciel, un point fixe, un équilibre, une forme d'ordre invisible. Faire le lien entre les forces de la mer et les forces cosmiques, de la même manière que les arbres sont reliés au rythme céleste. Je pense au scientifique Ernst Zürcher, avec qui j'étais il y a quelques mois au Japon, dans la forêt d'Yakushima, qui me racontait ces liens incroyables que l'on observe entre les arbres et les étoiles. Ici, c'est la mer tout entière qui semble reliée aux forces cosmiques, et les humains qui la pratiquent y trouvent une lecture dans les constellations du ciel. Plus tard, depuis la maison, sur la baie d'Iné, la nuit est tombée. Au-dessus de l'eau, une étoile demeure, fixe, brillante. Depuis toujours, elle guide ceux qui naviguent. Mais ici, elle semble faire autre chose. Elle ne montre pas seulement une direction. Elle révèle un axe, un point d'équilibre entre le ciel, la montagne et la mer, entre l'infini, les sommets et les profondeurs, entre les mondes et les cycles des temps. Ici, tout semble tenir dans cet alignement. La mer, la montagne, les étoiles, et au milieu, l'humain en équilibre. Si notre manière de vivre pouvait s'aligner comme à Iné, dans une coexistence vertueuse avec les éléments et les forces du vivant, pour réhabiter le monde autrement.